L'E3, c'est le plus gros salon annuel du jeu vidéo au monde, talonné de près par la Gamescom. Et pendant l'E3 2015, il s'est passé un truc assez formidable quand on y repense. Lors de la conférence Ubisoft, on a une nouvelle fois prouvé que l'accent français c'était trop swag. And today I have a surprise for you, as we said. Et une toute nouvelle licence a été présentée avec une belle cinématique qui envoyait du bois. Ubisoft aurait pu alors se contenter de ça, comme 90% des gros studios lorsqu'ils balancent un nouveau jeu, mais non. Une démo de gameplay fut montrée. Et mieux que ça, cette démo était jouable sur le salon. Et ça c'est super beau. On aimerait donc adresser un message à toutes les équipes marketing du monde. Arrêtez avec vos putains de cinématiques pour annoncer vos jeux. Nous, ce qu'on veut, c'est du gameplay, bordel de... For Honor est un jeu d'action sorti le 14 février 2017 sur PC, PS4 et Xbox One. Parce que le dire avec des fleurs, c'est bien, mais avec des haches, c'est mieux. Suite à un cataclysme sans précédent, les différents continents sont tout retournés et différents peuples n'ayant rien à voir les uns avec les autres se retrouvent tout d'un coup voisins de palier. Du coup, entre les vikings qui aiment faire la fiesta jusqu'à 5h du mat, les chevaliers qui font un bruit de casserole quand ils marchent et les samouraïs qui sont un petit peu émo quand même, hein. L'ambiance à la résidence est pas terrible et la fête des voisins tourne rapidement au pugilat. Bon, vous l'avez compris, l'histoire n'est qu'un prétexte pour faire se rencontrer tous ces sympathiques guerriers. Et le pari de For Honor, c'est justement de retranscrire au mieux tous ces duels de l'impossible pour déterminer une bonne fois pour toutes qui est le plus costaud. Même si on sait tous que c'est les vikings. D'ailleurs, le mec qui a conçu For Honor, c'est un viking. Non, on déconne pas, regardez. Jason Vanderberg a toute la panoplie du viking. Il a une glory bird, les cheveux longs parés au tressage et même une canne qui ne peut être qu'une ancienne hampe de hache à deux mains. Et il a la classe. Entre deux raids sur les villages côtiers, Jason se détend en jouant à des jeux vidéo. Il va même plus loin car le bonhomme bosse depuis presque 20 ans dans l'industrie. Il a commencé en tant que développeur sur X-Files le jeu, puis s'est orienté progressivement vers le game design en occupant des postes liés à la conception sur des jeux comme Le Seigneur des Anneaux, Le Tirage, Ghost Recon Future Soldier ou encore Red Steel 2. Et on va prendre 2 minutes pour parler de ce dernier car on pense qu'il a son importance dans le parcours de notre Viking gamer. Red Steel 2 est un jeu sorti sur Wii en 2010. Il s'agit bien évidemment de la suite du premier Red Steel sorti sur la même console 2 ans auparavant et dont le concept est assez simple. Il s'agit d'un FPS dans lequel vous utilisez vos flingues mais également votre katana pour trancher dans l'art des méchants. Wii oblige, le maniement du flingue et surtout du katana se fait via la Wiimote et le deuxième épisode de Red Steel profite d'ailleurs du Motion Plus pour améliorer la précision des mouvements. Malgré des ventes en dessous des prévisions, Red Steel 2 a reçu un bon accueil critique, les testeurs louant le gameplay, notamment au niveau du feeling du gun et surtout du fameux katana. Au final, on se rapprochait plus d'un simulateur de combat à l'épée que d'un traditionnel FPS, et Jason admit d'ailleurs lors d'une interview que c'est ce qu'il cherchait à créer avec Red Steel 2, mais qu'il ne voulait pas s'arrêter là. Il faut bien comprendre que pour Jason le Viking, Red Steel 2 ça s'inscrit dans une vision plus globale. Une vision qui concerne le jeu qu'il cogite depuis à peu près 15 ans. Tout commence en 2002-2003. Jason prenait alors des cours de combat d'épée à deux mains à San Francisco, probablement en prévision d'un futur raid sur les côtes allemandes. Et il kiffait ce style de combat, qu'il trouvait à la fois simple, puissant et élégant. Mais du coup, l'épée longue, c'est plus un truc de chevalier, non? Ah oui, alors du coup c'est un chevalier viking gamer. Un soir en rentrant du dojo, il se trimballait avec son épée d'entraînement en bois. Ses mains étaient encore un peu engourdies et il se repassait en boucle les différents mouvements et postures qu'il venait d'exercer. Comment faire pour retranscrire ses sensations de combat dans un jeu? Pendant le reste du chemin, il mima une manette et commença à réfléchir au contrôle de son ersatz de jeu qui venait tout juste de germer sous son casque. Déjà à l'époque, il y avait des tonnes de jeux d'action mettant en scène des combats à l'épée, mais Jason cherchait à rendre justice aux sensations qu'il ressentait lui-même lorsqu'il s'entraînait à l'épée longue. Les postures, le choix des attaques, l'anticipation des mouvements adverses et le rythme du combat. Au fil des années, le gameplay de son futur jeu s'affinait et lorsqu'il fut suffisamment mûr, Jason décida d'en parler à ses supérieurs afin de concrétiser son projet. Et il se mangea un premier non, puis un autre non, suivi d'un oui, mais non, et pour finir sur un non. En fait, il passa plus de 10 ans à se prendre des gros stops, principalement parce que le concept était jugé alors bancal ou simplement pas assez rentable. Jusqu'en 2008. Ubisoft lança alors le développement d'un jeu mêlant gunfight et surtout combat à l'épée. Vous comprenez maintenant pourquoi on vous a parlé de Red Steel 2. Ubi mit Jason aux commandes en tant que directeur créatif, ce qui était l'occasion pour lui de concrétiser son rêve de gosse, tout du moins de tester son concept en grandeur nature. La suite vous la connaissez désormais, 2 ans plus tard Red Steel 2 sort et Jason est plutôt content du résultat. Content, mais pas pleinement satisfait, car Red Steel 2 ne correspondait finalement pas entièrement à sa vision initiale. Malheureusement, notre ami Viking pensait que les mauvaises ventes du jeu avaient scellé pour de bon l'avenir de son projet, plongeant Jason dans les limbes du désespoir. Mais Thor, fils d'Odin, dieu du tonnerre et protecteur de l'humanité, en décida autrement. Il s'était procuré une copie de Red Steel 2 sur Valhalla Amazon et avait bien kiffé la vibe dessus. Il octroya alors ses faveurs à notre ami Jason en lui envoyant son champion Yanis Mala, le big boss d'Ubisoft Montréal, lors d'un déjeuner sur le Drakkar du coin. Yanis demanda à Jason « Tu veux faire quoi comme jeu ?» Et notre viking, un peu déboussolé, lui exposa alors le pitch. Alors on n'invente rien, hein, ça s'est vraiment passé comme ça, avec Thor, le Drakkar... Mais du coup, Yanis, il a répondu quoi? Bah il a dit non. Ah...
Mais, Je connais un mec qui cherche justement à bosser sur un nouveau projet, dit Yanis. Le mec en question, c'était Stéphane Cardin, producteur chez Ubisoft, qui avait notamment bossé sur Prince of Persia. Jason vint à sa rencontre, expliqua pour la 50e fois le concept de son jeu sans trop y croire, et Stéphane dit « y a 2 ou 3 trucs chelous, mais on va arranger ça. C'est parti mon kiki !» On était en 2012, et le Viking s'apprêtait à devenir le directeur créatif derrière le jeu qui nous intéresse aujourd'hui, For Honor. du propre aveu de Jason, For Honor, c'est le jeu qu'il cogite depuis tout ce temps. Mais du coup, For Honor, c'est quoi? La meilleure façon de présenter For Honor, c'est de détailler son système de combat qui constitue réellement le cœur du jeu. Déjà, contrairement à ce qu'on pourrait penser en voyant des vidéos de gameplay, et même s'il y a des vikings, For Honor n'est pas un jeu de bourrin, loin de là même. Pour grossir le trait, For Honor se rapproche plus d'un jeu de versus fighting comme Street Fighter que d'un beat'em all comme Dynasty Warriors, au hasard. Si certains champs de bataille sont peuplés par des sbires opposant une faible résistance et qu'on élimine en un coup, les choses sérieuses commencent lorsque vous rencontrez un autre héros. Une fois votre adversaire verrouillé, vous passez en mode duel. Votre personnage peut alors attaquer avec un coup faible ou un coup fort, et ce dans 3 directions. Vers le haut, vers la gauche ou vers la droite. Vous choisissez la direction dans laquelle vous souhaitez attaquer en orientant votre garde dans cette même direction. Mais la garde porte bien son nom car elle permet également de parer les attaques de l'adversaire, toujours par rapport à une direction donnée. Naturellement, vous avez constamment à l'écran les indicateurs montrant la garde de votre adversaire et donc vers quelle direction il est susceptible d'attaquer et de parer. Un système simple, intuitif et qui fonctionne très bien. Très bien. Mais il ne s'agit que de la base, à laquelle s'ajoutent de nombreux mouvements, techniques et autres variations qui enrichissent considérablement vos options durant le combat. Il vous est par exemple possible de briser la garde d'un adversaire via une simple touche, le laissant alors à la merci d'un courageur ou même d'une charge pour le pousser dans le vide. Attention tout de même car votre adversaire peut contrer un brise-garde avec le bon timing et retourner la situation contre vous. Vous pouvez également esquiver dans toutes les directions, ce qui sera d'ailleurs très utile pour éviter certaines attaques qui sont par défaut imparables. Ouais, il y a des attaques imparables. Il y a aussi des attaques qui vous étourdissent, brouillant votre vision et vous empêchant temporairement de profiter des indicateurs sur la garde adverse. D'ailleurs, en parlant de garde, en appuyant sur le coup fort pile au moment où vous parez un coup, votre parade se transforme en contre qui repousse complètement votre adversaire en plus de lui bouffer sa barre d'endurance. En fait, on vous a même pas parlé de la barre d'endurance. En gros, votre perso dispose d'une barre d'endurance qui se vide à chaque fois que vous effectuez une action. Si jamais elle se vide complètement, votre personnage devient plus lent et est susceptible d'être complètement renversé si jamais il se fait contrer. Et c'est moche. Ça fait pas mal, hein. Et encore, on vous a pas parlé des différents héros. Car oui, au début de chaque partie, vous devrez sélectionner votre personnage parmi une douzaine de héros disponibles. Chaque héros dispose d'une panoplie de coups et combos qui lui est propre, reflétant généralement son style de combat. Ainsi, le Jarl ou le Fléau sont des héros plutôt défensifs, capables d'effectuer des contre-attaques redoutables. A l'inverse, le Berserker et le Spadassin sont des unités offensives très agiles, alors que la Nobushi et la Valkyrie profiteront d'une portée d'attaque supérieure. Autant de paramètres que vous devrez prendre en compte avant d'engager votre ennemi, sous peine de vous prendre une bonne dérouillée des familles. En résulte des joutes à la fois tactiques et souvent intenses qui révéleront toutes leurs subtilités au fur et à mesure de votre apprentissage. Bon, certes, ça demande un peu d'investissement pour bien prendre en main le machin, mais le jeu en vaut la chandelle en termes de sensations de combat, le tout étant renforcé par les animations des différents combattants qui sont juste parfaites. Bon, pour faire simple, ça déchire. Donc maintenant que vous en savez un peu plus sur For Honor, on va passer aux différents modes de jeu. Vous aurez donc la possibilité de faire du 1 contre 1, du 2 contre 2, du 4 contre 4, chaque match se déroulant sur un maximum de 5 manches, la première équipe ayant 3 manches gagnantes, remportant la victoire. En plus de ça, il existe le mode Dominion se jouant en 4 contre 4, et dans lequel, en plus de casser la bouche de vos adversaires, vous devrez contrôler 3 zones sur la carte afin d'engranger des points pour votre équipe. Au bout de 1000 points, les ennemis tombés au combat ne pourront plus réapparaître sur le champ de bataille, vous donnant dès lors l'occasion d'en finir une bonne fois pour toutes. Pour terminer, sachez que chaque partie sera l'occasion d'engranger de l'expérience pour votre héros, lui permettant de débloquer des capacités actives ou passives dont il pourra s'équiper, genre un buff de défense ou des grenades fumigènes. En plus de ça, vous aurez également de la monnaie et surtout du loot qui n'est pas que cosmétique car il impactera directement les statistiques de votre héros. Bon, généralement c'est plutôt équilibré et ça fonctionne sur un système de bonus-malus. Du coup, il ne tient qu'à vous de trouver l'attirail qui correspond le mieux à votre façon de jouer. Bon, par contre, tous ces modes de jeu, c'est du multijoueur, et comme on est chez Osmosis, nous ce qui nous intéresse c'est surtout le mode coop. Et ça tombe bien, car For Honor embarque par défaut une campagne scénarisée jouable en coop de bout en bout. Et comme la com du jeu a pas mal tourné autour de la partie multijoueur, on s'est posé la question suivante. Est-ce que la campagne solo, c'est pas juste un faire-valoir pour le mode multi? La réponse est oui. Attends, on va quand même t'expliquer pourquoi. Pour commencer, la campagne est divisée en 3 chapitres distincts, chacun étant dédié à l'une des 3 factions en présence. Dans l'ordre, ça donne les chevaliers, les vikings puis les samouraïs. Et vous pouvez faire l'intégralité de la campagne à 2. Comme on vous l'a dit, la Terre s'est mangée un réchauffement climatique express, et les différents peuples luttent tant bien que mal pour survivre. Au milieu de tout ça débarque Apollyon, chevalier toute brillante de swag, qui agit plus ou moins dans l'ombre pour faire en sorte que tout le monde se foute constamment sur la gueule, réduisant à néant toute tentative de paix entre les hommes. Du coup, vous allez incarner des personnages qui pensent tous bien faire, alors qu'ils se
se font manipuler par Apollyon et on touche là au premier point faible de la campagne, le scénario et les personnages ne sont pas développés. Les héros que vous incarnez assurant tout juste le service minimum en termes de narration et ce malgré les nombreuses cinématiques et autres cutscenes avec des gens qui aiment bien gueuler. Au final, le seul personnage qui arrive à tirer son épingle du jeu, c'est Apollyon, mais vraiment parce qu'elle est omniprésente durant toute la narration. Et sans spoiler, on a trouvé le final vraiment... Ce qui est franchement dommage, car en termes de direction artistique, le rendu des différentes factions est une réussite totale. Pour paraphraser les développeurs, on est dans de la fantasy historique. Leur but en créant les différents personnages et leur style de combat n'était pas vraiment de coller fidèlement à l'histoire. En fait, c'était plutôt de saisir ce que ces guerriers évoquaient dans l'inconscient collectif. Quelles étaient les valeurs et les traits généralement associés à ces combattants afin de les modéliser en jeu. Donc on va couper court au débat, est-ce que c'est histo ou pas tout de suite? Non, c'est pas histo du tout, on est plus dans le cliché qu'autre chose en fait. Cliché ? Quand on parle de samouraï, on pense souvent à des êtres transcendés, sans émotion, précis, droits et francs. Pas trop d'humour, généralement, c'est pas le rigolo de la bande. Il est plutôt rusé et réfléchi, plutôt calculateur, mais toujours juste selon ses principes. La rigueur japonaise transpire par tous ses pores et son équipement est toujours impeccable. Il suit le code d'honneur des guerriers japonais, dont sort le fameux seppuku où la mort vaut mieux que le déshonneur. Dans l'inconscient collectif, le chevalier est un être digne, choisi par Dieu, a un but plus grand que lui, noble et surtout très pieux. Il a un code d'honneur très précis, il sauve la veuve et l'orphelin, mais tout en respectant sa foi. On pense souvent que tous les chevaliers sont à la recherche du Graal, ont un roi et surtout portent une énorme armure. Beaucoup de vertus sont associées au chevalier et c'est ce qui donne son aura romanesque. Ah, le viking. Le viking est très souvent présenté comme un être bestial, sanguinaire, extrêmement violent. Il aime boire, beaucoup. Il aime faire la chose, beaucoup. Il aime tuer, beaucoup. Je vous ai dit que souvent on pense qu'il aime boire du sang, surtout quand il est servi dans le crâne de ses ennemis. Il n'est pas vraiment discret, fin ou réfléchi, c'est plutôt un animal de guerre. D'ailleurs, sa croyance le pousse souvent à tuer en masse pour pouvoir enfin avoir une place au Valhalla. Il paraît qu'Odin adore les massacres. Les 3 castes du jeu vidéo suivent un code d'honneur. Les samouraïs suivent le Bushido, le code d'honneur japonais. Les chevaliers suivent celui de la chevalerie, plutôt enclin de religion chrétienne. Et les vikings veulent être dignes des dieux, notamment d'Odin. Du coup, dans For Honor, encore une fois, on est en plein dans de la fantasy inspirée par ces évocations-là, mais l'histoire fait qu'on rentre plutôt bien dedans. Alors pour ceux qui se fichent du scénario, sachez que le constat côté contenu de la campagne est pas très reluisant. La plupart des niveaux sont archi-linéaires et ceux profitant du meilleur level design sont en fait des repompes des cartes que l'on trouve en multijoueur, sur lesquelles on aura disposé des petites troupes d'ennemis et quelques collectifs. Les objectifs sont peu inspirés, mais c'est le lot d'à peu près tous les bits des malls du marché, donc rien de choquant. Non, le vrai problème dans cette campagne vient du système de combat de For Honor. On vous l'a expliqué, le gameplay est taillé pour du 1 contre 1, et même s'il existe un système de parade simplifié qui vous permet de gérer plusieurs ennemis en même temps, le jeu révèle tout son intérêt lors d'un duel. Problème, l'IA agit comme une IA, c'est-à-dire qu'elle est pas finaude, mais en même temps quasi imbattable quand elle le décide. En gros, la plupart des ennemis rencontrés seront capables de contrer parfaitement certains coups, tandis qu'ils se mangeront bêtement le même enchaînement sans pouvoir réagir. Pour noircir un peu plus le tableau, vous débloquerez des compétences actives ou passives propres au mode campagne, qui vont de l'inutile au truc complètement pété, comme cette compétence qui rend absolument tous vos coups imparables pendant 45 putains de secondes. De quoi battre n'importe quel ennemi ou autre boss les doigts dans le pif. Le souci, c'est que la coop n'arrange rien. Déjà, il y a un point super relou, votre partenaire est sensible à vos attaques. Alors ok, il ne prendra aucun dégât, mais il se fera littéralement bousculer s'il a le malheur de se trouver à portée d'une de vos attaques. Autant vous dire que ça rend les assauts sur le même ennemi plus chiant qu'autre chose. En parlant des ennemis, on en remet une couche avec cette IA qui a décidément le cul entre deux chaises. D'un côté, elle sera en mode godlike, imperméable à tous vos coups, même si vous vous y mettez à 2. Et de l'autre, elle se transforme tout d'un coup en punching ball dès qu'on a trouvé le combo qui passe. Et par expérience, taper un punching ball à 2, ça rend pas automatiquement le truc plus fun, c'est même carrément casse-couille. Du coup, sur nos sessions de jeu, on se retrouvait généralement chacun à faire notre vie de notre côté sans trop prêter attention aux actions de l'autre. Ce qui, vous en conviendrez, est un énorme défaut pour un jeu coop. Au final, durant cette campagne, il n'y a aucun véritable sentiment de coopération avec l'autre. Pas d'objectif poussant à se coordonner, aucune attaque ou action combinée, et les affrontements devenaient généralement laborieux dès qu'on se mettait à 2 sur le même adversaire. La faute à ce système de combat conçu autour du duel et cette IA complètement à la ramasse. En fait, honnêtement, on aurait pu chacun faire la campagne solo à tour de rôle et l'expérience de jeu aurait été quasiment la même. Pour conclure, For Honor c'est malheureusement pas un bon jeu en coop, et si vous aviez l'intention de le prendre pour profiter de sa campagne à 2, on vous conseille vivement de passer votre chemin car il y a bien mieux sur le marché. Mais, c'est important de le souligner, ça ne l'empêche pas d'être un bon jeu tout court, avec un système de combat rafraîchissant qui vous offrira des heures de fun, à condition de s'essayer au mode multijoueur, là où le jeu brille réellement. Voilà, cet épisode est terminé, merci à tous de l'avoir suivi. S'il vous
vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager jusqu'au Valhalla. Ouais. D'ailleurs, nous, on aimerait remercier la chaîne du canapé de nous avoir mentionné sur sa vidéo sur les chaînes de jeux vidéo. Et allez la voir, il y a vraiment plein de chaînes cool à découvrir. On voulait aussi remercier Sweetberry d'avoir participé à cet épisode. Elle tient une chaîne sur la symbolique au cinéma et n'hésitez pas à aller voir parce que c'est génial. Ah, sur ce, on vous dit À la prochaine. Ciao, ciao.